le fait de prendre du temps sur Marie-Madeleine, de mettre un temps avant Marie-Madeleine, comme femme de mauvaise vie, la même chose. C'est notre destin d'être celle que l'on appelle femme de mauvaise vie. Parce que toi, parce que c'est notre destin d'être celle qu'on appelle femme de mauvaise vie, ben on passe dessus. Mais c'est notre destin de celle qu'on appelle, vous savez, celle qu'on appelle femme de mauvaise vie. C'est une façon de mettre appui dessus. Et puis entre chants, je laisse un peu de temps là entre. Oui, c'est chaque morceau. Et ce qu'on va faire, on le fait une dernière fois. Oui. Et par contre, raconte-le plus à moi. Dans mon cœur de prostituée, il y a une vraie amie, une battante, qui nous a appris à relever la tête, à marcher droite, sans honte de ce que nous sommes, et sans dévier du chemin qui nous a été tracé. Je vous salue, sœur prostituée, sœur du trottoir. Nous sommes les descendantes, filles d'une même mère, Marie-Madeleine. Très bien. Il y a encore des petits moments où tu montes. Hein. Je sais pas si tu te rends compte. Je me suis rendu compte. Au départ. C'est comme si c'était suspendu. Tu montes trop. Hein. Je sais pas si tu... Mais ça, c'est... Il faut juste quand tu te... Mais c'est pas... peut-être, hein. C'est pas... Même quand ça arrive, on entend le sens. Hein. Puis toi, vraiment, sur ce que tu racontes. Parce que c'est ça, quelque part. Il y a quand même... Dans ce que tu racontes, c'est un combat. C'est pour ça que je te donnais un petit peu l'exemple du coup de poing. Parce que je veux dire, c'est... Merde. C'est ça, et ça, notre vie. Et puis c'est pas rien. Et évidemment, on nous appelle les femmes de mauvaise vie. Et puis on l'assume. Mais tu vois, tout à coup là, tu l'as eu, quand tu as dit d'un combat enfin que l'on reconnaisse le droit légitime d'égalité, de dignité et de respect et de liberté. Juste fais attention, t'as toujours un petit peu le même problème. Sois beaucoup plus direct. À la fin, il y a la partie officielle, si ça va très vite. Avant la pause, tu verras voir là. J'ai vraiment pas le stress, le trac, vraiment pas. Le loup nous dit que c'est les mauvais artistes qui n'ont pas le trac. Alors je suis une mauvaise artiste. Oui. Que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, nous appellent les filles de joie, nous appellent les filles de joie. C'est pas tous les jours qu'on rigole, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'on rigole. Un dimanche, que je n'ai pas l'habitude de travailler, sur un coup de cafard, j'ai pensé à mon amie Grézélidis, qui est une des fondatrices principales, une des grandes militantes pour nous les prostituées. Et je dédie ce texte à Grézélidis. Dans mon cœur de prostituée résonne le martèlement des talons sur le macadam, et le soleil levant au petit jour rougit ma mémoire. Les sourires de partout, quelques larmes de collègues déprimantes, des parfums que l'on traîne derrière soi, d'étranges positions contre un mur, comme une actrice qui entre en scène, et être tour à tour le temps d'une passe, la dominante, la dominée du client qui a payé et se croit le maître. Je suis né au Maroc, à Meknès. Mes parents étaient suisses, mon papa était géomètre. Quand je suis né, ils ont eu la surprise d'avoir une fille androgyne. J'ai bien dû prendre une décision. Est-ce qu'on la met sur le nom de masculin ou féminin? Ils sont partis côté masculin. Et puis, ils me sont choisis comme prénom Claude, ce qui pouvait me laisser par la suite toute liberté d'être Claude masculin ou Claude féminin. Et puis là, voilà, c'est mon papa.
Mon frère et moi-même, avec ma petite chienne Blackinette et puis mon chien Rorolf. C'est ma maman qui prend la photo. On a toujours été en famille jusqu'à mon adolescence. Et j'ai des excellentes images de tolérance de mes parents, de mon papa, de maman, que ce soit dans la religion, que ce soit après dans ma sexualité, dans mon genre, etc. J'ai jamais été aussi bien comprise et soutenue que par mes parents. Puis là, c'est la mer. C'est mes meilleurs souvenirs je crois, d'Afrique du Nord, de cette région d'Oujda, Saïdia, où on se baignait. On était tout le temps en accord avec la mer. On jouait, on faisait des tas de jeux. On était bien, il faisait tellement chaud, il faisait de 42, 45 quand on était dans la mer. J'ai commencé la prostitution à l'âge de 14 ans. Et ce qui m'a amené, c'est l'amour. Je tombe amoureuse d'une voisine, Carmen, qui était aussi une dame avec une grande prestance, qui était très belle. Et je tombe amoureuse d'elle, je trouvais cette femme extraordinaire. Je m'arrange toujours pour la voir, pour être près d'elle, etc. Et on se prend un jeu, je pense, mutuel. Et je vais la voir, lui rendre visite le jeudi. Et après, on avait un code entre nous que quand on voulait se rencontrer et se voir, quand elle pouvait me recevoir, elle chantait le tango bleu. Et là, je savais que je pouvais aller. Alors j'allais vite chez elle. Et puis ce qui devait se passer s'est passé, c'est que je suis tombé amoureux d'elle et puis j'ai connu vraiment l'amour physique avec elle. Elle a tout de suite compris que j'adorais faire l'amour physiquement. Et un jour, elle m'a dit, écoute, quand j'étais très à l'aise avec elle après, elle m'a dit, écoute, je vais faire venir une copine, tu verras, c'est bien, à 3 c'est encore mieux. Puis on a commencé à 3 et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Des caresses tout partout, des émois très forts, etc. Et un jour, elle m'a dit, mais écoute, t'es vraiment faite pour faire l'amour, je vais te faire connaître un monsieur. T'es encore pucelle et j'aimerais bien que tu connaisses l'acte sexuel proprement, fait comme il faut. Et donc, un jeudi, j'étais toute tremblante, est venu un monsieur, assez bel homme encore, je me rappelle. On se rappelle toujours de son premier, comme de son premier client. Et donc il m'a défloré, mais il m'a défloré dans le respect, dans la douceur. Elle ne m'a pas quitté, elle est restée avec moi. Donc je ne sais pas comment ça se serait passé si elle n'avait pas été avec moi. Et ainsi de suite. Et puis après il est venu un monsieur, un deuxième, un troisième, un quatrième. Puis après j'ai seulement commencé à comprendre que elle devait me prostituer. Elle m'a dit, bon écoute, on va aller à Tanger, j'ai des connaissances, je te placerai, mais je veux que tu continues tes études. Elle m'avait toujours dit, c'est la seule condition, c'est que tu continues tes études, parce que tu ne feras pas ça toute ta vie, puis il te faut une formation. Donc il a été décidé que je partais avec elle, mais que je rentrais une fois par mois, comme ça, à la maison, et puis que j'allais au lycée à Tanger, avec elle, donc je n'étais pas perdue. On est resté 1 ou 2 jours tranquille à Tanger, c'était merveilleux, les restaurants, la mer, toujours la mer, le shopping, elle m'avait acheté des tas d'habits, des tas de choses, j'étais très heureuse, tu vois, j'étais la petite reine. Et puis ensuite, elle m'a dit, bon, maintenant, tu vas commencer à travailler. Et là, j'étais très tremblante, je tremblais. Et là, je me souviens, on avait pris un taxi, il nous avait amenés dans un bordel de luxe, un beau bordel. Et elle m'a dit, maintenant, c'est toi qui appuies sur la sonnette, c'est pas moi.
Et je me vois encore toute tremblante appuyée sur la sonnette. Et c'était la sous-maîtresse qui était venue nous ouvrir. Alors, elle avait dit qu'elle avait pris rendez-vous avec la patronne. La patronne est venue. Et elles se sont retirées dans un bureau un moment. C'était un monde à part pour moi. Toutes ces femmes à moitié nues, en guêpière, en porte-jartel, talons très hauts, soutien-gorge, ou simplement déshabillées, toutes nues, simplement déshabillées transparents. Et je me souviens d'avoir ce sentiment, je vais plaire à des tas d'hommes, je vais être désirée, et je vais être femme 100%, parmi les autres femmes. C'est ce sentiment-là, c'est pour ça que j'ai accepté, c'est pour ça que, dans un premier temps, j'ai supporté. Et après que j'ai aimé. Dans mon cœur de prostituée saignent des souvenirs. Mes charmeurs d'avant, mes amours, mes plaisirs qui dansent encore dans ma tête, brûlent ma jeunesse. Et je revois les yeux de mes clients que j'ai aimés le temps d'une passe, les bagarres corps à corps et d'immenses pudeurs. Ça m'arrivait quand même de temps en temps donc d'avoir du plaisir. Et un jour, je pense que le jour où j'ai eu mon plaisir, elle devait être derrière la vie de Santin, et elle l'a vu. Carmen. Et là, elle n'a pas admis, quand le client est parti, elle est rentrée dans la chambre et elle m'a giflé. Je me souviens qu'elle m'avait dit, t'es une salope, tu m'as trompé. T'as pris ton plaisir et c'est qu'avec moi que tu le prends le plaisir. Elle est partie, puis 2 jours après, elle est revenue, puis elle m'a dit, tu viens maintenant... tu vas connaître autre chose. Elle était toujours aussi fâchée. Et là, elle m'a amené dans une maison qu'on appelle l'abattage. Alors, bon, tu avais des clients qui attendaient les uns derrière les autres, 50 mètres, 100 mètres devant l'entrée du bordel, ils font la queue. Puis ensuite, les étages, je me souviens, j'étais au 2e étage, tout le long des cages d'escalier, tu as des clients qui attendaient les uns après les autres. C'est 3 minutes, c'est maximum, c'est 5 minutes le rapport. T'as pas de matelas, t'as uniquement un sommier, donc t'as les reins cassés. Tu n'as pas de bidet, t'as simplement un lavabo, puis simplement une toilette, c'est tout. Et puis bon, ben, tu prends une position, soit à la levrette, soit le missionnaire, et puis c'est les uns derrière les autres. Et puis s'il n'a pas joué au bout de 3 minutes, le videur qui est devant la porte, ou bien il lui repaye à lui, ou bien il sort. Et puis là, bon, ben, je me souviens d'avoir eu du sperme jusqu'au talon. Ça a duré longtemps? Oui, 1 mois. À 120 clients par jour. Et pendant ce mois, tu n'as jamais eu la velléité de partir? Non. Non, je l'aimais trop. J'étais capable de supporter, tout faire pour elle. Puis ça lui faisait mal au cœur, certainement aussi. Elle était très tendre. Après, ça aussi, c'est une facette des mags, d'être très tendre et très dur. Par la suite, elle n'a plus jamais été dure? Non, non. Tu n'en as pas voulu? Non, je n'ai pas voulu. Je n'en veux pas encore maintenant. Je l'avais trempé. Maintenant, certainement, je verrai les choses autrement. J'accepterai plus ça maintenant. Mais à cette époque, tu es jeune, tu connais pas la vie, tu es amoureuse folle. Maintenant, avec le recul, tu viens moins vite amoureuse. Tu comprends les choses de la vie. Et puis après, bon, ben, ça a été les événements du Maroc. Et puis, c'est la séparation. Mes parents décident de rentrer. C'est un déchirement terrible entre elle et moi. Passer quand même des moments d'attachement terribles. C'est pas une vie courante, c'est pas une vie... c'est des moments très forts. Et dans le métier, et dans l'amitié, et dans l'amour. Et c'est le premier amour, c'est le premier... Et c'est un déchirement parce qu'on sait qu'on va plus se revoir. Je me souviens qu'elle m'a accompagné jusqu'au bateau, quand nous sommes partis. Et là, c'était l'effondrement.
mon cœur de prostituée, il y a une vraie amie, une battante, qui nous a appris à nous relever la tête, à marcher droite, sans honte, de ce que nous sommes, et sans dévier du chemin qui nous a été tracé. C'était notre destin d'être de celles que l'on appelle les femmes de mauvaise vie. Je vous salue, sœurs prostituées, sœurs du trottoir. Nous sommes les descendantes, filles d'une même mère, Marie-Madeleine. Le 17 décembre 2003, pour ma chère et belle Claudette, en souvenir de toutes nos vies originales, passées, présentes et futures. Amitié toujours, Griselidis. Griselidis était une combattante, je dirais, révoltée, parce qu'elle a certainement beaucoup plus souffert que moi de la prostitution. J'essaye de faire passer les choses tout en douceur, tout en combattant et avec mes convictions, de les faire passer fortement, mais sous un autre style. Elle me disait tout le temps, mais Claudette, il faut absolument essayer de travailler à visage découvert, il faut avoir ce courage-là. Et c'est pas facile, il y a peu de personnes qui sont d'accord de travailler à visage découvert. Dans mes premières années de venue à Genève, il y a 17 ans, je ne voyais pas l'utilité de militer parce que tout se passait bien. Et avec Griselidis et ensuite en prenant contact avec Aspasie, j'ai vu qu'il fallait quand même qu'on milite pour faire avancer les choses dans ce métier légal. Je t'avais pas reconnue, ma petite québécoise. Aspasie est une association pour la défense des travailleuses du sexe à Genève. C'est marqué fellation royale et fellation impériale, c'est quoi pour vous? Avec les baguettes. Avec les baguettes. Avant, il marquait fellation nature, ça devait interdit. Solidaire. Quand on interroge des hommes, c'est vrai que pour eux, jouir sans préservatif, ça a pour eux une certaine image. Et en fait, dans la jouissance, jouir sans préser, entre guillemets, pour eux, c'est une forme de transgression. Ils transgressent quelque chose, même si après, ils regretteront leur acte. Par rapport aux annonces et puis à la prévention, ce qui me sidère encore plus, c'est que les sociétés qui vendent ces espaces d'annonces permettent à des femmes et à des hommes de mettre des annonces fellation royale, on sait très bien que ça veut dire sans préservatif pour 50 francs. Un des acquis principaux d'Aspasie, c'est le certificat de bonne vie et mœurs. C'est un certificat qui te permet que si tu veux te recycler, si tu veux devenir chauffeur de taxi, si tu veux ouvrir un bar ou autre, il te faut ce certificat. Et dans le temps, il fallait attendre 3 ans pour l'avoir, alors tu devais arrêter la prostitution, 3 ans, et ensuite faire quoi? Et maintenant, moi personnellement, j'aimerais que ça devienne un métier afin de pouvoir toucher certaines aides quand les filles veulent arrêter de travailler. Je crois que c'est même humiliant de dire qu'on fait l'amour 2 filles, on paye 50 francs. Même le monsieur qui lit ça et qui téléphone, je crois que lui-même, il n'est pas normal. C'est humiliant pour les femmes du métier. Parce qu'une fille qui fait les annonces comme ça, dit qu'elle fait l'amour pour 50 francs, c'est humiliant. Alors les choses comme ça, il faut sanctionner des choses comme ça. Oui, bravo, Chantal. Je voulais dire qu'il y a encore une chose qui est très difficile, c'est que moi j'aimerais bien qu'il y ait d'autres filles, des travailleuses, qui viennent nous rejoindre à Aspasie, soit au comité, soit pour revenir dans des colloques comme à Montréal ou ailleurs. Mais je comprends très bien qu'il est très difficile pour une personne de dire voilà, je suis une prostituée. Et moi, j'ai pas honte de dire je suis une travailleuse du sexe. Et j'aimerais que ça devienne un métier. C'est bon? Oh. Voilà, nickel. Super, premier cran. Travail humide, travail soigné. Hein? Claudette, on fait.
Le friand, c'est correct tout, hein. Il y a du jus de pomme, il me semble. El franco, mi amor, está a 2.000, a 2.600. Entonces vale la pena llevar todo. Enchanté, David. Vous avez une minute à m'accorder pour un petit questionnaire? Oui, pourquoi pas. C'est l'ASS, une campagne pour la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Et donc on fait une campagne, ça s'appelle Don Juan. Et je vais vous poser quelques petites questions. Est-ce que lorsque vous avez des relations avec occasionnelles, est-ce que vous mettez le préservatif pour la fellation? Ram. Voilà. Non, je ne mets pas pour la fellation. Sinon, quel intérêt là? Quel intérêt? Non, quel intérêt, je veux dire. La sensation est différente. Oui, c'est tout. Bah, au Brésil, on dit que faire une fellation avec un préservatif, c'est comme sucer un bonbon avec l'enveloppe. Hein. Voilà. Mais je ne pense pas que, vous savez, que vous risquez quand même des maladies. Oui, je suis conscient que je prends des risques, mais... Dans les maladies sexuellement transmissibles. Mais c'est un risque acceptable. Faites attention. Vous savez qu'il existe quelque chose, d'ailleurs, à ce sujet-là, je vais vous laisser une brochure très complète sur tout ce que les maladies sexuellement transmissibles. Vous pouvez attraper les hépatites par la fellation. Voilà. Alors vous me faites peur là, maintenant je ne vais plus faire. Ah non, je vous fais pas. Je ne vais rien faire, c'est ça. Non, je vous fais pas peur, je vous fais pas peur, je vous fais prendre conscience. Non, c'est vrai, non, mais. Je vous fais prendre conscience. Mais je savais que. Je suis pas là pour vous faire peur, pas du tout. Mais je savais qu'avec les relations sexuelles, et, comme dit la sodomie, tout ça, on pouvait avoir des maladies. Voilà. Mais j'ai jamais pensé qu'avec la fellation. Enfin bon, voilà. Ouais, voilà. C'est plus juste. Alors, je vous remercie pour ce petit interview. Ah, mais je vous remercie pour les préservatifs, les brochures et... Faites-en bon usage. Et vos questions. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Hein. Bonjour ma belle. Alors, vous avez bien soupé? Retenez ça. Mon corps, il m'appartient. Mon esprit m'appartient. Et c'est pas la société, comme a dit monsieur, de dire si j'ai le droit de me prostituer ou pas. Tant que je ne fais pas quelque chose d'illégal dans la société, surtout qu'à Genève, on dit que la prostitution est légale, je ne vois pas où je fais le mal. Moi, personnellement, je fais un travail social dans la sexualité. J'aimerais reprendre quelque chose aussi, une phrase de Grésilidis Réal, qui disait « Je suis là pour te faire du bien. Tu n'es pas là pour me faire du mal. » Il faut faire attention que la société ne nous fasse pas du mal. C'est à vous, les jeunes, d'avoir un autre regard sur la prostitution. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'à Genève, en gros, la prostitution, je le dis toujours quand je suis à l'étranger, c'est un petit paradis, entre parenthèses, par rapport à d'autres pays. Mais c'est à vous, M. Jordan, vous qui êtes chef des responsables de la police des mœurs, de faire que les choses se passent bien, légalement et en douce. J'ai dit. Merci. Non, non, non à la discrimination. Fier d'être pute, ni coupable, ni victime. Fier d'être pute, ni coupable, ni victime. Fier. Hein? Et je m'accepte comme je suis. J'ai des tas d'amis. Tout le monde n'est pas négatif. Tu regardes seulement les gens qui sont négatifs. Il y a des gens autour de toi qui sont positifs aussi. T'es belle, ma fille. Mais pas ici. Hein? Ici, c'est difficile. Mais non, c'est dans le monde entier. Tu crois que chez les musulmans, c'est plus facile? Ici, c'est pas facile. À Paris, tu crois que c'est facile? À Genève, moi, quand je suis venu, tu crois que c'était facile pour moi? Tu attends encore comme tu l'as voulu. Tu ne dois pas avoir ces comptes. Celle qui m'a vraiment accepté, c'est ma soeur. Eh bien, si ta soeur t'a accepté, c'est déjà quelque chose, c'est immense.
Tu regrettes pas ton opération? Non, ça non, pas du tout. Mais en fait, ce que je regrette, c'est que les gens me jugent. Les gens te jugent. Mais si tu n'étais pas opéré, ils te jugeraient la même chose? Jugerais peut-être pire. Et toi, ils te jugeraient peut-être encore pire. Nous sommes des travailleuses du sexe et nous sommes tels que nous sommes et nous sommes des personnes non pas marginales, mais nous sommes des personnes tout à fait intégrées dans la société et ayant leur part entière dans la société. Au moment où on part à l'étranger, on se met en valeur au point de vue internationalement, ce qui veut dire que d'autres pays ont un regard sur nous. Et je pense que c'est un message à porter aux autres pays en disant « Regardez, nous sommes un des seuls pays avec la Nouvelle-Zélande où la prostitution est légale. » What we do is work, and we want it to be recognized as that. We believe that many of the problems we face in the sex industry can be solved if sex work is treated as a labor issue and if we assert our labor rights. There is still a big exploitation of women, and that this exploitation is produced also or as well in countries like, for example, in the Netherlands, in which the sex workers are completely legalized and they have a legal structure. In fact, the rights of sex workers that are defended at this conference is for all sex workers under all conditions. If it is voluntary work, then obviously the right to work. When there are conditions of force, deceit, bondage, or a whole range of other violations and crimes, that those crimes should be recognized as crimes for all citizens in the same way, including people who are working in the sex industry. So this is not a declaration only for those who are working in the sex industry by individual decision, but also to protect the rights of those who are not. Because if all prostitution is viewed as violence against women, then somebody who is truly violated does not have any recourse because the profession by definition is defined as a violation. ¿Estás contenta con la legalización de Holanda? ¿Crees que sí es? No estoy contenta con la parte que los propietarios... Je suis gay, prostituée, gay. Tu comprends? Je ne suis pas... Non, je ne suis pas comme ça, je suis libre. It's free. Yes. Ok, je vais le dire. Je ne sais pas si c'est le français ou pas. Je sais pas parler espagnol, moi je suis italienne. Tu sais parler espagnol? Oui, maintenant je ne parle pas le français. I can speak English, but not French. C'était bien le sketch hier soir. Gracias, Ana. Adiós. Este lapicero boli es tuyo. Ouais. Ok. Parce que par la propre caractéristique du métier, c'est un métier qui permet beaucoup d'exploitation plus que d'autres métiers. Justement, je voulais vous dire que dans tous les métiers, il y a de l'exploitation, monsieur. Quand certaines secrétaires veulent avoir un poste à responsabilité puis qu'elles sont obligées de faire de la promotion sur canapé, c'est aussi des inégalités. Maintenant, quand vous me dites que ça va peut-être pas éradiquer tous les problèmes, mais moi je vous prends l'exemple suisse. Regardez comment on travaille calmement. Il n'y a pratiquement pas de proxénète. À Genève, il n'y a pas de proxénète. Pratiquement pas. Pratiquement pas. C'est une profession légale. Je paye mes impôts. Je paye la retraite. J'ai droit à l'accès à tous les soins. Si j'ai un problème, je peux faire recours à la police. Est-ce que là c'est marqué femme mauvaise vie? Est-ce que je suis une bandit, terroriste? Non. Je suis comme vous, monsieur. Je suis comme madame. Je suis comme ma fille. C'est un métier. Okay. C'est ça qu'il faut que vous pensiez et que vous disiez dans la presse. Merci. Ok, pas de quoi.
illegal for me to work here. But I am going to engage in civil disobedience now. Cheep, cheep, cheep. Harlan! I'm with the International Sex Police! You're a disgusting, degenerate, depraved whore! No! Oh, yes! You're under arrest, ma'am! You're a bad girl! Bad girl? I'm not a bad girl! Those are just bad laws! See them doing it in broad daylight! Hoping they don't catch the latest light! They don't get laid because their butts are too tight! And so they make it cry! Mais bien sûr que je suis susceptible, chouchou. J'ai pas à être susceptible. Ah bon. Donc, tu mets la main au cul, t'as tous les droits et moi je la ferme. D'accord. Ciao, chouchou. Ciao, à demain. Je ne dis rien parce que j'en ai besoin. Mais sitôt que je peux t'envoyer chier, je te verrai envoyer chier sur les grandes dimensions. Je t'amène ton pognon. C'est 700 francs ou rien. C'est la première fois qu'il me dit ça. Il s'achète une bagnole de je sais pas combien, il me dit qu'il n'a pas les moyens. Attends. C'est tous des hypocrites. Tu sais, quand on est pute, on doit fermer sa gueule et puis on passe par des situations vraiment. Quand t'as besoin d'argent, t'es obligé de fermer ta gueule. Pour moi, ça, ce sont des sous-hommes, c'est pas des hommes. Parce que quand on a donné sa parole et puis qu'on a dit quelque chose, on le fait ou alors on s'engage pas. Au moment que tu t'engages, tu respectes tes engagements. Tu vois, ça c'est rabaisser les gens. Et c'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que je me bats, c'est pas dit. C'est pour ça que je me bats pour toutes mes copines, que je connais ou que je connais pas. Salut chouchou. Comment vas-tu? Bien putain monsieur. J'apporte un service, donc je dois être rémunéré, je vole personne, c'est un accord passé pour un service donné. À Genève, je travaille en tant qu'indépendante, comme toute travailleuse du sexe. Je mets mes petites annonces, je réponds au téléphone, et puis bon, ben, ça m'arrive quand même le soir, quand je suis dans certains bars, de me faire courtiser et de conclure. Ils sont bien heureux, regarde-les voir. J'ai toujours désiré dans ma vie d'être indépendante parce que je suis une battante et je ne veux pas être sous le couperet de qui que ce soit dans tous les domaines que j'étais dans ma vie. Au revoir madame, passez bonne journée. Et j'ai appris un métier. J'ai appris à faire une fellation, j'ai appris les différentes positions, j'ai appris à faire venir un homme rapidement ou bien de ne pas le faire venir rapidement. C'est un art. Nous avons l'art de faire bander les hommes. Excusez-moi, messieurs. C'est un art, la prostitution. La prostitution est un art. Moi, je considère comme un art. Alors, bon, après, si vous voulez parler de pratique... Je ne sais pas si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on fait dans notre métier? Moi, j'ai juste le souci parce qu'il y a d'autres questions aussi dans le groupe. Alors, comme c'est déjà si je n'ai pas répondu, on peut se voir après. Puis, je vous donnerai mon numéro de téléphone. Il y avait Khadija aussi. J'aimerais dire quelque chose sur les besoins des clients. J'y connais pas grand-chose, hein, à vrai dire. J'ai seulement lu et puis écouté quelques confidences. Donc, si vous prenez le discours féministe abolitionniste, par exemple, pas seulement le moraliste abolitionniste, mais le féministe abolitionniste, l'essentiel de ce discours, c'est de dire que le client a un besoin de domination, limite sadique. Je paye, donc je suis. Je paye, donc je suis, et je paye, donc j'exige, donc je domine, donc enfin, je peux
je suis puissant. Enfin, il y a une histoire comme ça. Donc ça, c'est probablement que ça existe, mais c'est absolument pas le 100% des clients. Ça, il faut donc... Et alors là, quand on discute avec les féministes abolitionnistes, ça commence tout de suite mal, parce qu'on leur dit, c'est pas qu'on dise que cette demande-là n'existe pas, mais il y a des tas d'autres demandes de clients. Alors qu'est-ce que vous en faites de ces autres clients qui ne viennent pas là ni pour dominer, ni pour humilier, ni pour traiter la fille de sale pute une fois qu'ils ont baisé? Non. Ils viennent pour autre chose et ils n'insultent pas, ils ne sont pas là. Disons, cet exercice du pouvoir utilisé en payant pour le sexe, c'est je ne sais pas combien de pourcents de tous les clients, mais en tout cas pas tous les clients. Non, il y a et ça, on est sûr. 70 à 80% de clients, moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Ça veut dire avoir des problèmes, ça veut dire des clients qui viennent là pour humilier, d'accord? Ça existe. Je vais vous donner un cas. Je vais très loin, hein. Ne soyez pas choqués. Si vous voulez parler prostitution, alors il faut être clair. Moi, j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit comment vous êtes, etc., etc. Bon, est-ce que vous êtes libre? Il me dit je viens dans un quart d'heure. Mais dépêchez-vous, faites-vous bourgeoise. Habillez-vous en bourgeoise. Qu'est-ce que c'est? Bon, alors j'ai demandé qu'est-ce que vous voulez que je mette, hein? Un beau petit tailleur, des bas à couture, etc., un porte-jartel, et puis des talons, mais un beau costume quand vous sortez en ville. Et puis je m'habille, et puis ça sonne. Bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes trouvé facilement? Oui. Il fait beau? Oui. Bon, je me suis dit... Laisse tomber, hein. Tu veux pas parler, il n'est pas là pour ça, puis moi non plus. Alors, bon, il est venu, et il me donne 500 francs. Et puis je me suis dit, bon, ben, il a l'air exigeant. Et puis je regarde nos mecs qui mettent le préservatif, et puis je viens près de lui, je me fais un peu chatte, et puis je lui dis, tu veux me déshabiller, ou bien tu veux commencer tout de suite, ou bien... Et il me dit, mets-toi la levrette. Ah, bon. Alors je vais pour baisser mon petit string, ma culotte, c'était pas un string. Il me dit, non, tu laisses. Ah bon, je me suis dit, il est super puissant à ce point-là, de passer à travers. Et puis bon, il l'a écarté, il a fait ce qu'il voulait faire. C'était très douloureux, c'était humiliant. J'avais les larmes qui venaient. C'était très pénible. Et puis, aucune approche, aucune caresse, absolument rien. Puis quand il a fini, ça a duré 5-10 minutes, mais pour moi, c'est 1 heure, c'est 2 heures de temps dans ma tête. On dit que c'est de l'argent vite gagné. Je vous promets que c'est pas de l'argent vite gagné. Et puis après, bon, il se relève et il prend le préservatif, il le met par terre. Et ça, je me suis senti rabaissé. J'ai dit, tu te baisses, tu ramasses le préservatif, tu le mets dans la poubelle. Quand tu es venu, il n'y en avait pas, tu n'as pas marché dans du sperme. Alors le client prochain qui vient, il sera peut-être beaucoup moins argenté que toi. Il aura peut-être pu, lui, baiser sa femme ou bien sa secrétaire. Mais c'est pas parce que tu n'as pas pu le faire que tu te venges sur moi. Tu te rhabilles, tu dégages, je n'ai plus jamais de voir. 15 jours après ça sonnait, je ne m'étais pas rendu compte que c'était lui. Il revenait, et il revient. Notre vie devrait être que faite que d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, vous faites plus de mal à personne. Et dans la prostitution, moi, j'ai souvent ça. J'ai eu un monsieur qui est venu, qui sonne. Il arrive, ben, il était tout paralysé d'un côté. Et je me suis dit, je peux pas. Et j'ai eu, ne croyez pas que ça va peut-être vous étonner, ce que je vais vous dire. J'ai eu une image du Christ et je me suis dit, mon Dieu, j'ai accepté ce métier. Pourquoi que cet homme n'aurait pas un moment de bonheur, un moment? Qui va coucher? Voilà, on parle de prostitution. Qui va coucher avec cet homme? Qui va lui apporter un moment? Est-ce que c'est parce qu'il a eu un accident? Il avait 40 ans, qu'il ne peut plus avoir un moment sexuel, qu'il n'a plus de bonheur? Tu dois se masturber lui tout seul jusqu'à la fin de sa vie? Pourquoi qu'il n'aurait pas le contact d'un corps contre lui, une chaleur humaine? Pourquoi pas? Et je me suis dit, mon Dieu, ça m'emmerde, mais je le fais. Et j'étais fier. Moi, quand il est parti, je me suis dit, t'as fait une bonne action aujourd'hui, Claudette. Je m'en foutais de son fric. C'est problématique. Les femmes ne sont pas informées sur comment se protéger. Les mêmes mots. Ah, elle fait du vélo? Oui. Je suis encore championne de canton du Jura. Ah, cool. Des Franche-Montagne, je cours beaucoup là-haut. Mais, ah ouais, donc c'est... Non, je descends à Marseille, je monte tout partout, je fais beaucoup de vélo. C'est ça le secret. Ben oui, ben c'est... Voilà. 69 ans. Hein. C'est ce qui nous reste, voilà. Ça J'ai pas osé vous demander, justement. Ouais, bah magnifique. Hein. Ouais.
Enfin. Et la sexualité concerne. Moi, j'en suis persuadé. Moi, je suis sûre aussi. C'est parce qu'on a eu une discussion d'au moins 1h30 de sexualité aujourd'hui. Mettez un bras comme ça pendant 1 mois, 2 mois, vous ne pouvez plus vous en servir. La sexualité, c'est la même chose. Oui, c'est vrai. Tout marche. Regardez les gros problèmes qu'ont les prêtres, qu'ont les sœurs. Gynécologiquement, les sœurs, elles ont besoin de problèmes. Hein. Mais bon, peut-être que vous êtes posé des questions sur mon genre. Hein. Oui, on s'est D'accord. Non, moi, je suis androgyne, c'est encore autre chose. D'accord. Hein? Je ne suis pas transsexuel, je ne suis pas travesti, je suis androgyne. C'est nature, mon corps, etc. C'est pour ça que là, les deux, femmes et hommes. Suite aux événements qu'il y a eu au Maroc, mes parents étant en Suisse, nous sommes rentrés dans une petite ville du Jura et j'avais 19 ans. Quand je suis rentré en Suisse, donc j'étais une passionnée du vélo et je me suis inscrit à un club, j'ai commencé à faire de la compétition. Je voulais toujours retourner en Afrique, je ne voulais pas rester là, je voulais revivre la vie que j'avais connue, qui convenait beaucoup plus à ma personnalité, à mon genre, etc. Mais j'ai le sport qui est la soupape de sécurité où je m'échappe. Et là, je suis sur mon vélo avec mon frère. Alors, on reparle de nos connaissances, de nos amitiés que nous avons vécues là-bas. Mon frère était au courant de tout ce qui s'est passé au Maroc, de Tanger, de tout. Il savait tout. Donc, je peux revivre en pensée ce que j'ai vécu en action en Afrique du Nord. Alors on a le 7 Florent Weiss, le 18 Jean-Paul Marseille et troisième également de l'Union cycliste alsacienne, l'appelé Chrysophie. Les Alsaciens qui étaient là. Ils sont arrivés. Après une course de vélo, un de mes amis m'a proposé d'aller boire un verre avec ses 2 sœurs. Et quand je suis arrivé à peu près à 10 mètres, 10-15 mètres, j'ai remarqué André, pourtant sa sœur était aussi très belle, elle aurait pu être mannequin, mais j'ai remarqué André et je crois que vraiment le coup de foudre, ça existe. Parce que quand je l'ai vue, je me suis dit, mais c'était instantané, je me suis dit, waouh, je veux faire ma vie avec elle. Et elle me raconte encore, elle me dit, ouais, j'ai eu le cœur qui a battu de toutes mes forces. Et je me suis dit, waouh, j'ai envie de faire ma vie avec lui. Mais bon, elle ne connaissait pas encore ma particularité, ni mes tendances sexuelles et autres. Voulait se marier en blanc. Quand nous fréquentions, elle m'a dit j'aimerais me marier en blanc, donc je savais ce que ça voulait dire. Ben, j'ai respecté, puis j'ai attendu 6 ans avant que nous ayons une relation très 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 intime. Parce que ses parents donc étaient très 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 catholiques. C'est un petit village où il y a le prêtre, où il y a l'instituteur qui commande, et puis ils n'étaient pas énormément sortis, ils avaient une certaine vue sur la religion que je n'avais pas, mais que j'ai respectée, et quand elle s'est mariée en blanc, avec tout ce que ça représente.
notre mariage, donc c'était un jour merveilleux, quoi. On l'a attendu pendant 6 ans. Et ce jour-là, je me souviens que c'est une de mes journées où j'ai vraiment dû me travestir parce que bon, j'ai dû mettre des souliers, c'était gros, c'était lourd, des souliers d'homme, une chemise, une cravate. Hein. Et moi qui étais tout le temps sportive, ben, c'était pas tout à fait mon style. Hein. Nous habitions une petite ville. Dans cette petite ville, donc, on vivait un petit peu en vase clos. Quand on allait voir ses parents, bon, ben, ma foi, moi j'y allais toujours en survêtement, donc ça passait très très bien. Mais je devais toujours avoir ce côté quand même qui me gênait quand même, mais que j'étais obligé de passer par là. Mais ça s'est très bien passé, j'étais très bien accepté dans la famille d'André. J'ai passé un certificat d'apprentissage dans le bâtiment, j'ai passé une maîtrise fédérale à Lausanne. Je me suis mise à mon compte comme architecte et puis j'ai importé des maisons industrialisées où j'ai construit dans différents cantons et aussi à Genève. Quand j'étais architecte, j'ai apparu officiellement sous le titre de monsieur. Ça ne m'a pas tellement dérangé parce que je vis intimement, foncièrement et intérieurement, je vis ma vie de femme. Psychologiquement, j'ai pas de problème de ce côté-là. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Ils veulent peut-être devenir, pourquoi pas, des futurs Johan van Sommeren. 6,45 d'avance. Le grand, c'est Christophe Moreau. Et vous voyez le peloton qui roule à un peu plus de 40 km/h sur un parcours, répétons-le, qui n'est pas très difficile. Ce n'est pas une grande étape de haute montagne, mais c'est quand même des relances constantes. Avec André, donc, nous avons eu 2 enfants qui nous ont donné chacun 2 petits-enfants. Donc je suis grand-mère 4 fois. Et j'ai eu la chance extraordinaire dans ma vie de pouvoir recueillir un enfant qui était abandonné de Madagascar. Voilà. Ce petit garçon qui est devenu maintenant un homme, hein. Il vient d'avoir un enfant, donc je suis une petite fille et maintenant je suis encore une 5e fois grand-mère. Hein. Je voulais m'appliquer, si j'ose dire, de la rendre heureuse, comme un homme aurait pu la rendre heureuse. Et bon, on est quand même arrivé parce qu'on avait une passion entre nous, c'était quelque chose de magnifique. On a toujours eu cette passion qui existe toujours. Et heureusement, donc, j'ai pu la satisfaire comme un homme. On a eu 2 enfants, mais disons que, bon, moi je m'apercevais quand même qu'il me manquait ce côté féminin qui était moi-même. Les choses me paraissaient lourdes à porter aussi. Et petit à petit, j'avais besoin de reprendre mon identité que j'avais connue au Maroc en étant jeune fille. Les choses se sont faites tout à fait naturellement, petit à petit, en discutant avec André. Ça s'est passé tranquillement, gentiment. Et on a commencé à parler d'échangisme petit à petit. Et on a commencé d'abord à faire de l'échangisme à 3, où ça s'est très très bien passé. Et puis ensuite, on a élargi le cercle, si j'ose dire. On a eu des rapports avec plusieurs personnes et ça se passait en général très très bien. Si je voyais par exemple qu'elle n'avait pas ce qu'elle cherchait, moi j'arrêtais tout de suite et elle me disait non, toi tu as trouvé ce qu'il fallait. On a toujours eu ce dialogue, on a toujours recherché le bonheur de l'autre, même dans la sexualité. Et quand c'était fini, on pensait à toute autre chose. On reprenait notre vie de famille, on reprenait nos occupations journalières et on oubliait ce côté physique, uniquement physique. Ça ne nous a jamais porté problème au point de vue sentimental ou autre.
Le carnaval est bien connu pour être une certaine soupape de sécurité, pour que tout le monde puisse laisser aller puis faire certaines choses qu'en temps normal on ne fait pas. Ben, nous, c'était toute l'année, le carnaval. L'échangisme m'a permis justement aussi de retrouver ce côté que j'avais connu au Maroc, aussi bien que ce soit avec des femmes ou avec des hommes, une sexualité complète. Oui, chouchou. Écoute, tu sais, s'il n'y avait pas des gens qui avaient été comme moi dans le temps, je ne pourrais pas travailler au paquet, j'aurais pas mis d'annonce dans les journaux, puis tu m'aurais pas connu. Hein? Mon chouchou. Non, mais tu me gagnes bien. Tu sais que ça m'excite quand tu me payes. Mais tu le sais bien. J'ai toujours été chatte comme tu es gentil avec moi. Je me blottis bien près de toi. T'es d'accord ou bien? Et ça, tu aimes. Quel regard t'as sur moi? Oui, quel regard tu as sur moi? Par quelles circonstances je suis revenu à Genève pour reprendre mon premier métier, qui est la prostitution. J'avais une entreprise d'architecture qui marchait très bien. Le banquier était très amoureux de moi, j'avais tous les prêts qu'il fallait. Et le banquier est malheureusement décédé et le nouveau directeur qui est venu ne pouvait plus financer parce que c'était pas dans le même canton. Et j'avais plus le choix à mon âge, j'ai dû retourner dans la prostitution. Pour moi, c'était reprendre ce côté féminin que j'avais dans ma jeunesse et où j'étais désirée, où j'étais adulée. C'est merveilleux, hein, chérie. Tu vois, on s'apprécie de plus en plus. Tu te soignes, oui, mon chouchou, t'as raison. Oui, et ben pour te soigner, tu regardes un petit peu ce que tu manges, tu fais pas d'orgie quand on a du diabète, et puis tu bois un petit peu moins de choses sucrées, de la bière, des trucs comme ça, chouchou. Qu'est-ce que je deviens si tu meurs? Si tu vois les choses comme ça, tu penseras au testament alors. Bon, écoute, tu auras un saladier de téléphone. Ciao, chouchou. Ciao, ciao, merci du téléphone. C'est ça qui m'énerve, il n'a pas inventé la poudre. Putain. Quand j'ai repris la prostitution à Genève, j'avais toujours peur de ce que les gens pourraient interpréter mon travail de travail sexuel et de dénigrer ça autour de la famille. Donc j'ai dû, comme beaucoup de filles d'ailleurs, paraître sous un autre aspect, donc avec perruque et autres maquillages et autres. C'était une période où le monde était beaucoup moins ouvert. C'était pas simplement dû à mon apparence, c'est que tout le monde me prenait pour une transsexuelle alors que je suis une hermaphrodite, c'est tout à fait différent. Et je vivais mal cette période, donc j'ai dû faire ma place à Genève. Il y avait des réflexions, il y a eu des crachats, mais pas uniquement sur moi, sur toutes les transsexuelles. Quand j'ai décidé d'apparaître tel que je suis aujourd'hui, tous ces clichés sont partis. Mais c'est là que les ennuis ont commencé parce qu'on m'a reconnu et on est allé parler dans la famille. Ah, mais Claudette, oui, elle se prostitue, elle est au paquet, etc. Et c'est très lourd à porter. Les plus lourds. Voilà, le vélo des artistes. Là, qui sont passés par là. Je suis apparu à la télévision, dans des émissions de radio, et automatiquement, on téléphone tout de suite à André pour demander qu'est-ce qui se passe, c'est Claude ou Claudette qui est passé à la télévision, puis André ne le sait pas, puis elle dit bah, non, je ne sais pas. Mais les gens vont lui poser des questions, mais à moi, jamais on m'a posé une question ni sur mon genre, ni sur mon engagement, ni sur mon métier de travailleuse du sexe.
exceptionnel. Merci à tous et bonne route. Quand je suis face à certaines personnes qui veulent que je sois homme et non pas femme pour des questions officielles ou autres, il y a toujours une jonglerie à faire, aussi bien dans le verbe que dans le comportement, quoi. Mais le comportement, je ne peux pas le changer, mais dans le verbe. Alors bon, c'est une jonglerie vis-à-vis peut-être des petits-enfants, vis-à-vis de la parenté du côté d'André. Mais bon, quand je suis en short et qu'on voit mes jambes, et puis que sous un petit pull, il y a quand même ma poitrine, j'ai beau interpréter au masculin certaines phrases, il reste quand même ce féminin. Donc, je ne peux pas dire maintenant, pendant vis-à-vis de la famille ou autre, je vais être pendant une soirée monsieur, puis tout d'un coup, après, être madame. Il y a quand même ce mélange qui se fait. Ce qui fait qu'avec ma belle-sœur, dernièrement, je lui dis, mais tu sais, comme tu m'as massé plusieurs fois dans le cadre de la réflexologie et autres, tu as bien dû voir que j'étais pas une personne très masculine, et au contraire que j'étais femme. Et elle me dit, oui, mais ça n'a pas dû être facile à vivre. Hein. Je dis, on en reparlera, et puis c'est tout. Hein. Mais disons que maintenant, moi, j'arrive à une période où c'est moi qui provoque pour leur dire, mais attendez, là, vous m'avez soit connu comme ça, soit vous avez fermé les yeux, volontairement. Et ça, c'est une sorte d'hypocrisie. Parce que moi, j'aurais préféré qu'il me pose les bonnes questions au bon moment. Et me dire qui tu es. Mais j'avais pas le courage, moi, de provoquer. Et maintenant, avec l'âge, et puis avec la sûreté que j'ai attrapée dans mes interventions, etc., grâce à la sophrologie ou autre, j'ai plus peur de dire « je suis ». Je suis pas mal mandaté pour faire des interviews, pour faire des travaux avec différentes personnes de l'UNI. Et je me suis dit, dans le programme au départ, c'était pas prévu qu'il y ait une prostituée qui vienne parler. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage dans beaucoup de colloques dans lesquels on parle avec des sexologues, avec des psychologues, avec des sociologues et autres, et il n'y a pas de prostituée. Alors pourquoi qu'il n'y a pas de prostituée? Parce que ce ne sera jamais un métier reconnu comme un autre métier. Je ne suis pas travesti, je ne suis pas transsexuel, je suis androgyne. Alors c'est encore toute une autre catégorie, et si on veut en parler du transgenre, alors on peut en parler longtemps. Pourquoi je travaille? Justement parce que je travaille sous une étiquette de transgenre, alors que des femmes à 30 ans, 35 ans, par qui ne travaillent plus. Dans le cadre de mon métier, en 16 ans, j'ai eu 2 homosexuels hommes qui sont venus pour des services sexuels. Et c'est marrant parce qu'ils sont venus à une semaine près. Puis en 15 ans. Ben, les 2 sont repartis comme ils sont venus. Ils n'ont pas eu leur plaisir et j'ai même pas fait payer parce que « Ah, mais t'as de la poitrine. Ouais, mais t'as même pas de poils. Hein. T'es pas poilu, etc. Tu n'as rien. » C'est pas ce qu'ils recherchaient. Ils cherchaient des hommes. Et moi, ça, je peux pas leur offrir. J'ai souvent des hommes qui ne savent pas comme je suis, que je peux les satisfaire comme une femme 100%, et qui, quand ils viennent, me disent « Ah, mais moi, je ne suis pas homosexuel. » Alors, je ne comprenais pas très bien, parce qu'au début, je me disais « Mais pourquoi qu'ils ne vont pas trouver une belle jeune fille? Pourquoi pas aller trouver une femme 100% ?» Alors, c'est la question qui reste à débattre. Hein. C'est la question, c'est la grande question. Pourquoi tant de gens, moi au départ, les passés 15 000 que j'ai fait à Genève, c'est 15 000 qui viennent voir une transsexuelle. Et qui sont mariés, qui ont une vie familiale d'hétéros, qui m'ont jamais dit est-ce que tu as quelque chose entre, et puis qu'on peut toucher, qu'on peut... Non, pas du tout. Ils m'ont toujours fait l'amour comme avec une femme. J'aurais quand même bien voulu être 100% plus que fille. Et j'ai les papiers comme quoi je ne vais pas aller me faire opérer sans passer par un sexologue, sans passer par un psychologue.
alors qu'il y a un long parcours à faire. Je peux aller me faire opérer quand je veux, parce que avec mon genre, donc mon côté androgyne, ce n'est pas justement le côté mental, la préparation, ne pas regretter plus tard, etc. Donc pour moi, c'était assez facile d'aller me faire opérer. J'aurais bien fait encore le pas, puis toutes mes amies me disaient non, ne le fais pas, regarde, elles sont toutes malheureuses, regarde autour de toi, t'es bien dans ta tête, tu as vécu comme ça jusqu'à maintenant, ne le fais pas, reste comme tu étais une femme heureuse, donc pourquoi aller chercher la perfection? Puis finalement, je me suis dit que je suis bien comme je suis, puis j'ai peut-être l'avantage de plaire à différentes personnes, à différents genres, féminins et masculins. Si j'avais été opéré et si on m'avait transformé en homme, je pense que j'aurais été très, 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 très malheureux. Ce qui est grave maintenant, c'est que dans la société, on commence à faire des opérations au bout de 15 jours de la naissance d'un enfant. C'est les parents et le chirurgien et peut-être un psychologue qui décident de transformer la personne soit en femme, soit en homme. Et je ne comprends pas que des parents puissent prendre des décisions sans l'accord de leur enfant, parce qu'à ce moment-là, ils ont fait des enfants pour eux. Pour les parents, ils n'ont pas fait des enfants pour leur enfant. Attendant que la personne, ça soit sans vœu à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, qu'elle prenne elle-même sa propre décision de son corps. Son corps lui appartient, son esprit lui appartient. Il n'appartient pas à ses parents, il n'appartient pas au chirurgien, ni au prêtre, ni au pasteur, il appartient à lui-même.